Soudain, un incident majeur. Des ovnis sont aperçus au-dessus de Washington, de la Maison-Blanche, 2 week-ends d'affilée. Aéroport international de Washington, D.C., 26 juillet 1952. Peu après avoir décollé, le pilote Casey Pierman demande au contrôleur du ciel s'il voit ce qu'il voit. Howard Cochrane, 85 ans aujourd'hui, était dans la tour de contrôle. L'objet était plat à sa base, arrondi au sommet et entouré de lampes. Il était plus petit que l'avion de ligne. L'objet est également repéré par le radar. Tous les contrôleurs de service cette nuit-là voient l'objet volant faire le tour de l'aéroport. Il a fait plusieurs tours, puis il s'est arrêté ici. Il est monté, puis descendu plusieurs fois. Puis il est remonté avant de disparaître en direction de l'ouest. Différentes stations radars de l'armée de l'air détectent également 2 week-ends de suite des ovnis. Des chasseurs d'interception décollent de la base Andrews, le plus souvent sans résultat. Un avion suit un ovni, mais il n'arrive pas à s'approcher à distance de tir. Washington est-elle menacée? Ça n'était pas une mince affaire. Les ovnis n'étaient pas plus spectaculaires que d'autres ovnis aperçus par des militaires, mais ils étaient apparus au-dessus de la Maison-Blanche. Les ovnis ont causé une immense inquiétude à la Maison-Blanche et au président Truman, et une immense inquiétude au sein de la CIA, dont le patron, Bedell Smith, a aussitôt ordonné une enquête. Les ovnis font la une de la presse alarmiste. Des journalistes révèlent même que l'Air Force tente sans succès d'abattre des ovnis. Washington doit réagir pour éviter la psychose collective. L'Air Force organise la plus grande conférence de presse depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'explication officielle, l'apparition des ovnis était due à un phénomène atmosphérique appelé inversion de température. Une couche d'air froid se trouvant entre 2 couches d'air chaud, provoquant un écho radar qui trompait les techniciens. J'ai expliqué que ce que nous avions vu n'était pas dû à une inversion de température, car l'objet se déplaçait rapidement d'une position à une autre. En pistant l'objet sur l'écran radar, nous avons calculé que sa vitesse était de 1600 km/h. Le problème, c'est que le personnel affecté au radar connaissait parfaitement le phénomène d'inversion de température. Tous ont dit que ça ne pouvait pas être ça, qu'il s'agissait d'objets solides. Mais bien entendu, ces techniciens n'ont pas été invités à la conférence de presse. La conférence de presse de dédramatisation est confiée au colonel John Sanford, chef des services secrets de l'Air Force. Il mène sa mission à bien. En 1956, il sera nommé patron de la National Security Agency. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. La presse annonce qu'aucune menace n'est à craindre. La CIA confirme en mettant en scène la commission Robertson qui réunit plusieurs scientifiques. Ils sont censés définir la ligne de conduite en matière d'OVNI. Aucune observation ne sera plus prise au sérieux afin d'éviter au maximum tout risque de panique collective.
La commission Robertson est restée pendant 12 heures en réunion. Aujourd'hui, nous savons que le rapport n'a pas été rédigé par un des membres de la commission Robertson. Il est l'œuvre d'un certain Frédéric Durand, membre de la CIA. Et les conclusions ont été écrites avant l'enquête, c'est-à-dire avant que les membres de la commission aient fini leur travail. Au sein de la CIA, les conjectures vont bon train. En octobre 1952, de hauts gradés militaires prétendent que les ovnis sont des vaisseaux extraterrestres. Un comble. Comment se fait-il que la presse se soit montrée si complaisante par rapport à la version officielle du Pentagone? Il est incontestable que les plus grands médias américains ont étroitement collaboré avec les principaux services secrets. C'est un fait, en particulier avec la CIA. C'était particulièrement vrai dans les années 40, 50 et 60. Nous savons que la CIA a incité 400 journalistes à travailler pour elle à l'insu de tous. Nous parlons de journalistes occupant des postes à la chaîne CBS, au New York Times et au Washington Post, dans les médias les plus importants. Cela signifie-t-il que la CIA contrôlait toutes les nouvelles qui sortaient aux États-Unis? Eh bien non, pas nécessairement. Cela signifie-t-il que la CIA était capable d'influer de façon décisive sur les nouvelles rendues publiques? La réponse est oui, indubitablement. Je pense qu'ils ont un peu géré l'information, je ne le nie pas. Les responsables craignaient que la population panique davantage en apprenant que la CIA s'en mêlait. La CIA a donc tout fait pour que les Américains ne soient pas au courant de son implication.